et à toutes. Alors, donc, une petite présentation vraiment rapide hein, du management et gestion, pardon. Donc, ce sont des termes hein, dont on parle beaucoup, notamment aussi en enseignement supérieur d'ailleurs. On fait précisément plus, je pense, le côté management en fait que le côté vraiment gestion. Enfin bon, quoique. Donc en fait, dans le management, on travaille. Alors, j'ai forcément une petite partie cours, mais en fait, on travaille en salle informatique parce qu'on fait beaucoup de travaux de recherche en fait. Pas mal de diaporamas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le cours, on met en application à partir d'une entreprise dont on va étudier le fonctionnement, enfin certains aspects de celle-ci, etc. Alors en général, on prend des entreprises au fonctionnement assez atypique. Alors je pense par exemple à ce que l'on a fait sur l'entreprise Michel et Augustin, je ne sais pas si vous connaissez, qui avait un petit logo très spécifique sur tout ce qui est biscuits, etc. et qui a démarré d'une toute petite structure, mais qui a fait vraiment de la communication assez incroyable autour de l'entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une entreprise quand même qui s'est beaucoup développée et qui a même été rachetée par le grand groupe agroalimentaire Danone. Donc ça donne un parcours super intéressant en fait à voir. Donc voilà, on fonctionne quand même beaucoup sur des entreprises au fonctionnement un peu atypique. Mais là, actuellement, on travaille sur Airbnb. Parce que ici, le thème, c'est le rôle du numérique dans le développement des entreprises. Donc forcément, Airbnb, c'est vraiment très important là-dessus. Donc voilà, on travaille sur ces thèmes-là. Donc l'idée aussi de la prise de décision aujourd'hui, hein, qui est de plus en plus prise de manière, enfin dans les grands groupes en tout cas, ou même pas que, de manière concertée, c'est-à-dire qu'on est moins sur une prise de décision verticale où la direction va décider de tout, et puis après l'information se diffuse à tous les autres échelons inférieurs. On est plus sur des prises de décision un peu plus participatives. Donc on travaille en fait un petit peu sur tout ça. Et la dimension un peu plus gestion se recoupe en fait avec les sciences économiques et sociales, où là on va parler un petit peu plus de bénéfices de l'entreprise, des choses comme ça. Donc voilà, très globalement ce que l'on fait. Donc pas mal de diaporamas et de présentations orales. Ce qui est intéressant, parce qu'on vous parlera à un moment donné du grand oral, donc ça, plus vous avez parce qu'en fait les diaporamas sont présentés à l'ensemble de la classe, donc plus vous faites ce genre de présentation, plus vous entraînez à prendre la parole à l'oral, etc. Et c'est un bon entraînement de ce point de vue-là. Voilà, je ne sais pas si vous aviez... Bonjour, donc je vais vous présenter l'option EPS à Saint-Michel. C'est 3 heures de PS en plus dans la semaine et c'est 3 heures au cours desquelles on va plus loin qu'en EPS classique. Donc ça veut dire que sur certains sports on ira plus loin dans les apports techniques, dans les apports tactiques. En termes d'effort, on vous demandera sûrement plus qu'en EPS. Il faudra aller un peu plus loin dans l'effort puisque le niveau attendu est supérieur au niveau de l'EPS classique. Après, ça reste accessible à tous du moment que vous faites les efforts pour progresser et que vous êtes assidu dans la pratique. Au niveau des activités pratiquées, on a le volley en activité majeure, donc vous en ferez une fois par semaine pendant 3 ans. Ensuite, on a 2 autres activités en activité mineure, donc on a la musculation, on aura 1 cycle par an, et l'athlétisme où on aura 3 cycles par an. Pour les points rapportés au bac, ça vous sert au niveau de votre moyenne générale si vous avez des bons résultats. Et ça vous sert aussi au niveau de Parcoursup pour montrer que vous avez été capable de mener une option et également pour les élèves qui souhaitent se diriger vers des études STAPS à l'avenir ou un BPGEPS dans les activités du sport. Il n'y a pas de niveau exigé au départ puisque c'est une option qui est ouverte à tout le monde. Après, c'est au fur et à mesure, nous, on vous demandera un vrai engagement pour progresser dans les activités que l'on a choisies. Et du coup, oui, au niveau des barèmes, ils sont plus difficiles qu'en EPS, mais ça reste quand même accessible pour des élèves de votre niveau. Alors bonjour, donc moi je vais vous présenter l'option art plastique. Alors art plastique vous connaissez bien sûr tous. Par contre il faut bien différencier donc le collège et le lycée. On ne fait pas tout à fait la même chose évidemment. Donc au lycée on va bien sûr pratiquer, hein, ça s'appuie avant tout sur de la pratique. Donc on va pratiquer dans les domaines que vous connaissez. Donc la peinture, le dessin, la sculpture, l'image. Donc on va travailler en photo, en vidéo, en infographie, on va travailler un peu sur ordinateur. Et puis on va appuyer un peu plus sur des domaines qui sont un petit peu nouveaux pour vous, qui peuvent être les installations, les performances ou d'autres types d'œuvres qui correspondent à de l'art contemporain. Voilà.
Donc on a également donc, 3 heures par semaine, c'est 2 fois 1h30 dans la semaine. Donc vous êtes par petits groupes, on va dire entre 15 et 25 élèves. Et on travaille sur des projets qui sont un peu plus développés, bien sûr, qu'au collège, avec des projets collectifs, hein, tous ensemble, et des projets aussi individuels. On articule donc la pratique avec des connaissances qui sont également un petit peu plus appuyées, donc à la fois sur les artistes, sur les mouvements artistiques, sur les domaines artistiques. Et on essaye d'aller voir, bien sûr, des œuvres, des expositions, des musées. Donc durant le parcours de ces 3 années-là, au lycée, moi je vous propose un séjour culturel donc, qui se fait soit en France, soit à l'étranger. Donc ces dernières années qui étaient un petit peu perturbées, on avait fait donc, Bruxelles l'année dernière, on était allé à Paris la semaine dernière avec les secondes. Et l'année prochaine, donc normalement on reprend un cycle normal. Donc on irait donc, à Amsterdam pour ceux qui seront en option. Et donc dans 2 ans, on sera donc, sur la Biennale de Venise. Donc pour les premières terminales, donc ça vous concerne également. Voilà. Le but, c'est bien sûr d'aller voir les œuvres, les musées, les expositions de visu, c'est-à-dire réellement, et puis pouvoir découvrir aussi des domaines artistiques que vous ne connaissez pas forcément. Et puis il y a un autre point que je voulais développer, qui est important aussi pour vous, c'est celui de l'orientation. On se rend compte qu'il y a des élèves alors, qui ont déjà peut-être des projets dans un domaine artistique, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis il y en a qui arrivent en terminale et qui finalement se décident à s'orienter justement dans un domaine qui peut être artistique. Donc ça peut être très large, mais ça se prépare. Et donc cette option, durant 3 ans, ça vous permet aussi de préparer un dossier personnel qui peut vous être demandé lorsque vous allez intégrer une école, soit une prépa, soit directement l'école en question. Et on vous demandera forcément lors de l'entretien de sélection, un dossier personnel pour voir un petit peu ce que vous avez fait, ce que vous savez faire, pour voir un petit peu quelles sont vos compétences et quelles sont vos aptitudes. Donc l'option nous permet, pendant ces 3 années, de faire des productions, de préparer un dossier et éventuellement de vous en servir si on vous le demande ou si vous en avez besoin pour votre future orientation. Ça vous permet aussi, bien sûr, de découvrir des filières, des métiers, des choses qui n'existent pas encore, mais qui sont en train d'émerger, sachant que bien sûr tous les métiers évoluent très rapidement. Et quand vous serez, en fin de lycée, il y en aura peut-être de nouveaux qui vous intéresseront. Donc les domaines artistiques peuvent être aussi une partie de votre orientation, et l'option peut répondre à ces questions-là. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter l'option sciences de l'ingénieur et création et innovation technologique, suivi en seconde. Bon, il y a des similitudes un petit peu avec ce qu'on fait en troisième, ce que vous faites en troisième, mais dans la méthode, c'est un peu différent. Hein. Alors, l'objectif un petit peu, c'est de vous faire découvrir un peu plus la technologie, hein, pour ceux qui trouvent déjà de l'intérêt en troisième. C'est vrai que si en troisième, vous n'êtes déjà pas trop dans la technologie, vous n'aimez pas trop ça, c'est vrai que, bon, il ne faut peut-être pas insister, mais enfin, on ne sait jamais. Si vous êtes curieux, en tout cas, et si vous avez envie de développer un petit peu ce que vous appréciez déjà en troisième, vous pouvez essayer de faire cette option-là pendant 1 an. Alors, 1h30 seulement par semaine, comme en troisième. Hein, alors, la différence avec la troisième, c'est que vous n'avez pas de classeur. Il n'y a pas de classeur, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de contrôle. Voilà. Donc en troisième, on a des connaissances et des compétences à acquérir. Donc vous avez des évaluations, des devoirs, des brevets blancs. En seconde, non, vous venez les mains dans les poches. Une seule chose nécessaire, c'est la motivation. Il faut venir et savoir travailler en groupe, puisque vous êtes amené à travailler non pas tout seul, mais avec une personne ou plusieurs, et vous développez des projets toute l'année. Donc, en seconde, l'année est partagée en 2. Un premier semestre où vous allez apprendre des techniques, apprendre des compétences au niveau de la programmation, déjà un petit peu,
des algorithmes et de la conception. Vous découvrez en troisième l'outil SolidWorks. On va développer encore. En seconde, vous continuez à connaître cet outil et vous l'utilisez pour concevoir des petits projets. À partir de là, vous allez voir bientôt en troisième, on peut imprimer des pièces en 3D par exemple, grâce à SolidWorks. On va en imprimer quelques-unes grâce au projet. Donc là, ce sera tout un projet que vous aurez à réaliser, à concevoir au deuxième semestre. Les élèves, là, avec moi, commencent à concevoir leur propre robot qu'ils vont ramener à la maison. Mais pour le ramener à la maison, il faut le concevoir totalement avec SolidWorks et ensuite savoir le programmer, puisqu'il y a une carte de programmation. Voilà. Donc, voilà, on aime bien si on est curieux, si on est actif, si on veut changer un petit peu des matières un peu ordinaires de la seconde, sans que ce soit trop scolaire. Voilà, c'est une option qui vous convient. Et en même temps, ça peut préparer à l'avenir parce que ça peut vous déterminer dans vos choix futurs. Si vous êtes vraiment intéressé par cette option, parce que ce qu'on y apprend, ça peut déterminer votre orientation à la fin de la première, même la fin de la seconde, c'est vrai, et surtout pour l'après-bac, pour une école plus technique. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter la DNL, mais certains la connaissent déjà parce qu'ils suivent le cours avec moi cette année et même parfois depuis la 4e. Donc la DNL c'est quoi? C'est de l'histoire-géographie en anglais. Donc c'est bien un cours d'histoire-géographie que l'on fait en anglais, 1 heure par semaine. Voilà, donc on étudie des thèmes qui ont plutôt un lien avec les pays anglo-saxons, la géographie mondiale. Voilà. On pratique beaucoup l'oral. En général, on est en petits groupes, donc c'est très efficace pour votre anglais. On recherche des choses sur Internet, on utilise Internet, on fait du travail de groupe, et puis vous verrez aussi au lycée, on va pouvoir étudier des films en anglais qui ont un rapport avec nos sujets. On va vous allez préparer des exposés, des choses comme ça, ou bien faire aussi des petites scènes de théâtre, faire des jeux de rôle. Donc on va un petit peu innover, me rendre aussi des vidéos. Voilà, vous aurez l'occasion de faire des choses assez variées, puis des cours classiques aussi, pour enrichir vos connaissances et pour enrichir votre anglais. Alors c'est une option qui vous permet de faire d'autres options en parallèle, si vous souhaitez faire option, je sais pas, latin, PS, japonais, vous pouvez aussi continuer la DNL. La DNL, elle est proposée en seconde, 1 heure par semaine, en première, en terminale. Et ensuite, cela vous permet d'obtenir une indication DNL sur votre baccalauréat, qui prouve que vous avez suivi cet enseignement et que pendant 3 ans, vous avez suivi cette option et réussi votre oral qui se passe en terminale. Donc c'est un plus aussi pour votre dossier. Et puis je voulais aussi vous rajouter qu'on accueille tout le monde en DNL, quel que soit votre niveau d'anglais. Il faut quand même avoir envie de parler anglais et avoir envie de faire de l'histoire-géographie. Mais il n'y a pas de niveau particulier requis. Donc vous venez et on travaille tous ensemble. Donc, bonjour, donc nous on fait allemand LVC depuis la seconde. On a choisi de faire allemand pour rajouter une touche sur notre CV ou pour nos écoles sup. L'allemand, c'est une langue que vous allez soit, il y en a qui peuvent la faire à la place de l'espagnol. L'allemand, c'est une langue où on n'apprend pas un nouvel alphabet, tout est déjà connu. On voit une nouvelle langue, une nouvelle culture. On découvre plein de choses, un nouveau pays. Après, ça sert surtout à découvrir de nouvelles choses et à vouloir apprendre plus. L'allemand, au lycée, on peut l'apprendre pour plus tard. Après, vous pouvez juste le faire pour vous apporter quelque chose de plus. En vrai, c'est cool parce qu'il n'y a pas...
on n'est pas beaucoup dans la classe, donc c'est cool, on participe tous. Il n'y a pas beaucoup de travail, enfin, il faut juste apprendre le vocabulaire et tout, et après, sinon on a des bonnes notes si on apprend, si on travaille chez soi. Donc bonjour à tous, avec le groupe ici présent, on va vous présenter l'option latin au lycée Saint-Michel enseignée par Madame Finde, juste ici, professeure de lettres classiques. Donc nous allons présenter d'abord les avantages de faire latin, parce qu'on est là pour que vous veniez le faire. Donc premièrement, le latin c'est une grande aide pour le français parce que à la fin de la première nous avons un bac de français. Et le latin, ça nous apprend beaucoup de choses, notamment sur les figures de style qui sont inestimables pour passer le bac de français. Le latin, c'est aussi des points sur la moyenne générale et au bac, qui sont non négligeables. Si le travail est fourni, il y a moyen d'avoir des très très bonnes notes, et ça nous permet de nous aider, de nous valoriser pour les dossiers d'accès aux écoles supérieures et même juste pendant le lycée. Le latin, c'est aussi de la culture. C'est beaucoup de références partout dans la vie quotidienne, dans tout ce qui ça peut être littérature, art, archéologie, même certains films et séries. Donc c'est, je dirais, un apport de culture indispensable. Et en lien avec la culture, on voit aussi l'étymologie des mots, qui est très liée entre le français et le latin, vu que le français tire ses racines du latin. Mais aussi on voit avec les autres langues, notamment les langues vivantes enseignées, c'est-à-dire l'anglais et l'espagnol, qui sont aussi très liés avec le latin, et on comprend le sens de certains mots grâce au latin. Voilà, le latin c'est surtout valorisé dans le Parcoursup. Le latin c'est valorisé dans le Parcoursup. Quand les écoles voient qu'on a fait latin, elles se disent que forcément on est un élève assidu, qu'on arrive à comprendre l'étymologie des mots qui est importante et que donc on aura forcément de bonnes notes. Le latin, c'est aussi un voyage à Rome. Ça nous permet de découvrir l'Italie et la culture antique. Donc on part une semaine à Rome avec tout le groupe des latinistes de seconde, première et terminale et troisième aussi. Et donc ça nous permet de découvrir toute la culture antique très présente à Rome avec beaucoup de vestiges et de ruines. Et enfin le latin, surtout une bonne ambiance puisqu'on est en petit groupe. Et donc tout le monde se connaît et c'est vraiment très convivial. Et le fait qu'il y ait une bonne ambiance, ça nous entraîne pour l'oral parce que vous avez vu, on est un petit groupe, il manque 2 personnes. Mais on est un petit groupe et donc justement on n'a aucune peur de parler à l'oral et on s'entraîne, c'est très utile. Cependant, le latin, c'est aussi du travail en plus, qui est récompensé s'il est fourni. Et pour ceux qui commencent en seconde, c'est un effort pour la mémorisation des cours. Alors bien évidemment, il faut récupérer les 3 ans que les anciens latinistes ont accumulés, mais le travail reste faisable vu qu'il y a très peu de travail à la maison. Et évidemment que si on travaille et qu'on comprend, ça se voit tout de suite sur la moyenne et qu'il n'y a pas trop d'écart au milieu d'année, on est arrivé au même stade qu'eux. Oui, je voulais faire parler. Oui, parce que dis que tu as commencé le latin cette année. Oui, j'ai commencé le latin cette année. Voilà, comment c'est fait. Oui, parfait. Ils ont tout dit. Konnichiwa, yokoso, bienvenue à vous. Donc, je m'appelle Sébastien Chenet, je suis un des 2 professeurs pour la langue japonaise ici à Saint-Michel. Donc je m'occupe des classes de seconde et de première, et puis j'ai une collègue qui s'occupe de la classe de terminale. Voilà. Donc le japonais vous est proposé comme n'importe quelle autre langue vivante. Donc une langue vivante, ça veut dire une langue que l'on parle, que l'on apprend pour pouvoir découvrir une autre culture, un autre univers. Et donc c'est ce qui vous est proposé à travers le japonais. Donc c'est une option, 3 heures, comme ça vous a sans doute été dit, 3 heures chaque semaine. C'est du travail, je ne vous le cacherai pas, mais toutes les options sont du travail. Apprendre une langue, c'est du travail. Alors, le japonais, difficile, pas difficile,
Alors il y a des choses difficiles, il y a des choses pas difficiles dans la langue japonaise. Ce qui va être un petit peu brutal au départ, ça va être l'apprentissage de l'écriture, parce que donc vos camarades apprennent à lire et à écrire en japonais. Donc ça signifie que nous devons apprendre 2 syllabaires de 46 signes, donc ce qui veut dire 92 signes à apprendre. Et puis après, entre la seconde et la terminale, il faut apprendre aussi exactement 145 caractères chinois. Voilà. Donc ça fait du travail de mémorisation et de jolis dessins à faire sur les feuilles de papier. Voilà. Donc l'écriture, effectivement, n'est pas drôle. L'écriture, c'est pas drôle. Mais une fois qu'on l'a appris, après, on n'est plus embêté. Hein, on est bien d'accord. C'est comme vous avez appris les 26 lettres de l'alphabet, puis aujourd'hui, vous n'êtes plus embêté pour écrire. Voilà. Sauf que c'est un petit peu un processus un petit peu plus long pour la langue japonaise. Les choses qui vont être un petit peu moins drôles, ça va être l'apprentissage du vocabulaire, parce que le vocabulaire, il ressemble à rien du tout. Voilà. Mais les Japonais utilisent aussi beaucoup de mots anglais. Par exemple, la glace, ça se dit ice cream. Voilà. Beaucoup de mots qui viennent de l'anglais. Voilà. Le taxi, ça se dit takushi. Le bus, bus. Voilà. Donc il y a énormément de mots anglais dans la langue japonaise. Voilà. Donc il y a une partie du vocabulaire qu'on va pouvoir intégrer assez facilement quand on a appris l'anglais. Parmi les choses qui sont faciles, en revanche, eh bien, la conjugaison. La conjugaison est très facile. Voilà. Je sais que mes collègues en anglais, en espagnol, en allemand, ils vous disent « Ah, apprenez vos verbes irréguliers, nanana. » Voilà, vous avez des grandes listes, voilà, qui ne sont pas très jolies. Dès qu'on les voit, on a peur. Voilà. En japonais, il n'y a que 2 verbes irréguliers. Et un verbe à 6 formes. Donc vous avez 12 formes irrégulières à apprendre, et après, c'est fini. On n'entend plus parler de la conjugaison. En japonais, il n'y a que 2 temps. Il y a le présent futur et le passé. Voilà. Il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de subjonctif, il n'y a pas de passé composé, il n'y a pas d'imparfait. Donc voilà, la conjugaison, en 20 minutes, l'affaire est presque réglée. Voilà. Donc il y a des choses qui vont être simples dans la langue japonaise. La langue japonaise a une structure, c'est pareil, la phrase est toujours construite de la même façon. Et donc une fois qu'on a compris comment ça se construit, on n'a plus qu'à mettre les éléments. Ça s'emboîte comme des Legos. Voilà. Donc c'est assez facile après à... Voilà, juste un petit peu tordre un peu la tête, parce que le verbe est à la fin, parce qu'il y a des choses, voilà. Mais après, une fois qu'on a compris le système, ma foi, c'est toujours un petit peu la même chose. Voilà un petit peu pour vous présenter la langue japonaise. Dernier petit point qui va être le suivant. Tous les 2 ans, donc normalement, nous organisons un voyage au Japon. Il est ouvert à partir des élèves qui font du japonais en seconde et à partir de la première. Donc on envoie les élèves au Japon uniquement de première et de terminale, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de bagage linguistique pour pouvoir se débrouiller dans la famille d'accueil. Voilà. Donc normalement c'est un voyage qui est prévu tous les 2 ans. Donc là ça fait quelques années, pour les raisons que vous connaissez, voilà, à savoir la période Covid, où tous les voyages à l'étranger ont été un petit peu en stand-by. Voilà, mais on a bon espoir de pouvoir réenclencher les choses très prochainement. Normalement pour l'Europe, à partir de l'année prochaine, il y a beaucoup de voyages qui vont pouvoir se faire au niveau du lycée, y compris même à l'extérieur de l'Europe, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et donc peut-être le Japon aussi à l'été prochain. Arigatou gozaimasu.